Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie de Gilles Andruet. C'est un joueur d'échecs français né en 1958 qui a eu un destin tragique. Il a été champion de France en 1988. Alors c'est une étoile du jeu d'échecs, hein. Tous ceux qui parlent de Gilles Andruet parlent d'un joueur vraiment brillant, mais également avec une personnalité assez originale, atypique. Il pouvait même être perturbateur et très agaçant. Il a eu pas mal à partir avec d'autres joueurs professionnels d'échecs, plusieurs altercations. Et donc, en 1988, il est champion de France. En 1989, il est en passe de devenir une deuxième fois champion de France jusqu'à ce qu'il y ait une altercation contre Jean-Luc Serret, également un quadruple champion de France, Jean-Luc Serret. Et donc, il va quitter le tournoi. La partie que je vais vous montrer a été jouée en 1990 contre Philippe Guyot. Il faut savoir que cette partie a été jouée finalement peu de temps avant sa mort, puisqu'il va décéder quelques années plus tard. Gilles Andruet s'était mis à jouer au casino. Sa mémoire phénoménale lui permettait de compter les cartes au blackjack, ce qui était interdit, donc il avait réussi à gagner quand même des sommes d'argent. Mais malheureusement, il s'était fait interdire par les casinos à la pratique du blackjack, et il s'était mis à jouer à la roulette. Mais à la roulette, ses capacités ne lui permettaient pas de gagner, donc il finissait par perdre de l'argent et par s'approcher de personnes peu recommandables, et il a été victime d'un crime crapuleux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet des émissions qui retracent la vie de Gilles Andruet. Et donc, dans cette partie, Gilles Andruet a les noirs, on va remettre de la lumière sur lui, et on va voir son jeu brillant. Alors, cette partie, elle est intéressante pour tout le monde, mais elle comporte plusieurs moments critiques très intéressants pour les plus forts d'entre vous. Donc, je vous invite vraiment à la suivre. Alors, Philippe Guyot a les blancs, il joue E4, et Gilles Andruet répond par la défense sicilienne. Une défense assez tranchante, et on va le voir dans la partie. Cavalier F3 est joué, alors le cavalier se développe pour soutenir la poussée D4, c'est assez habituel. Et ici, le coup principalement joué dans la défense sicilienne, c'est le coup D6, qui peut mener à la sicilienne Najdorf, pour ceux qui connaissent. Mais en réalité, c'est un carrefour. Il y a d'autres coups qui sont tout à fait jouables dans cette position. On a E6 qui peut être joué, on a A6, on a G6, il y a plein de coups, et cavalier C6 bien sûr, qui sont possibles. Gilles Andruet, il va jouer E6. On essaiera de comprendre les différences entre E6 et D6. C'est vrai qu'on peut se dire sur D6, le problème c'est que ça ouvre la diagonale, mais pas du tout. Si les blancs jouent fou B5 échec, on peut très bien interposer par fou D7. D'ailleurs, la plupart du temps, les blancs continuent plutôt par la poussée centrale D4. Donc Gilles Andruet joue E6, et il va avoir la poussée D4. Donc D4, pion prend, cavalier prend, et là, cavalier F6 attaque le pion central E4. Beaucoup de débutants perdent ce pion en l'avançant. Ils pensent qu'ils peuvent contre-attaquer sur le cavalier noir. En réalité, ça ne marche pas parce que le pion E5 est sans défense et la diagonale ouverte sur le roi, donc ça va profiter à la dame qui va venir faire des échecs fourchettes et gagner le pion. Donc, quand cavalier F6 est joué, attaque le pion E4, il faut défendre ce pion, et ici, Philippe Guyot va le défendre avec cavalier C3. Et maintenant, les blancs menacent de pousser E5. C'est pour ça que les noirs ont joué D6. Alors c'est toujours pareil, sur fou B5 échec, on peut toujours interposer par fou D7. Et là, les blancs jouent fou E2. Il y a un autre coup critique qui est joué parfois par les blancs, même assez souvent, et qui profite finalement de la présence de ce pion E6. C'est de jouer avec les blancs G4, la poussée G4. Vous voyez, si le pion E6 n'était pas là, le coup G4 ne serait pas possible parce que le fou aiderait le cavalier à s'emparer du pion G4. Or là, le cavalier est seul et la dame défend. Et pourquoi ce coup G4 est intéressant pour les blancs? Parce qu'il menace tout simplement d'avancer en G5, de repousser le cavalier, et d'envoyer les pions H, G et F parfois à l'attaque du petit roc noir, à l'assaut du petit roc noir, en considérant que le roi blanc peut toujours s'organiser pour faire grand roc. Alors que si les noirs se font attaquer le petit roc, ça sera plus délicat pour les noirs de faire grand roc parce qu'il y a l'absence du pion C, donc l'abri du roi noir sera un peu plus corrompu en fait. Donc cette poussée G4 est une poussée critique. Alors les noirs peuvent résister sur ce type de coup quand même, mais c'est un coup d'attaque G4. Dans la partie, fou de E2 a été joué. Donc fou E7, les deux joueurs ont fait petit roc. Fou E3, les deux joueurs se développent. A6, alors contrôle la case B5, permet de jouer dame C7 sans se prendre de cavalier qui viendrait attaquer la dame. En même temps, le pion A6 peut aider à la poussée du pion B5. Et quand le pion B7 vient en B5, il peut menacer de jouer B4, repousser le cavalier pour s'emparer du pion E4, et puis lorsque le pion B avance, il libère la case B7 qui permet au fou également d'attaquer le pion E4.
Donc finalement, cette poussée à 6 va être liée à l'attaque du pion E4, par ricochet. On va le voir dans la partie d'ailleurs. Les blancs ont joué F4, Dame C7, principalement, la dame va aider le pion à contrôler la case de 5 pour contrer la poussée de 5. En même temps, la dame se met sur la colonne semi-ouverte, donc c'est une place assez habituelle pour la dame dans les défenses siciliennes. Hein. Et là, les blancs jouent Dame 1. Ça, c'est un coup important à comprendre. Dame 1, c'est pour passer en G3, à l'attaque du roi noir, créer un vis-à-vis avec le roi. Vous savez, quand la dame vient en G3, eh bien, les blancs peuvent menacer deux types de poussées. Soit la poussée F5 dans le but de libérer la diagonale du fou pour qu'il vienne en H4 attaquer le pion G7 qui est cloué. Soit, lorsque la dame elle est en G3, elle peut aider le pion E4 à aller en E5. Parce que si les noirs peuvent prendre avec le pion D et la dame, les blancs pourront défendre avec le pion F et la dame également. Donc on a ce passage de la dame sur l'aile roi qui est assez dangereux. Les noirs doivent faire attention à ça. Et donc, Gilles Drouet va tout de suite mettre la pression sur le pion E4 avec la poussée B5. Son idée, c'est que si la dame vient en G3, alors on jouera B4 pour repousser le cavalier et on s'emparera du pion en E4 pour attaquer la dame blanche. On aurait gagné en plus le pion central. Donc, les blancs jouent fou F3. Comme ça, même si le cavalier est déstabilisé, le fou protège le pion. Et puis le fou crée un vis-à-vis dangereux sur la tour noire. Donc les noirs jouent fou B7, ils contrent le vis-à-vis fou tour. Et les noirs menacent toujours de jouer B4. Donc si la dame blanche joue en G3, il y a toujours la poussée B4 qui repousse le cavalier. Et après, on a deux attaques sur le pion E4 pour une seule défense. Donc les blancs jouent A3 pour lutter contre cette poussée déstabilisatrice du cavalier C3. Alors comment continuer le développement ? Eh bien, le cavalier B8 n'est pas développé. Donc il va se développer en D7 pour pouvoir aller en C5. Toujours pareil, si dame G3, on va jouer cavalier C5 avec cette triple attaque du pion E4. Les deux cavaliers et le fou. Donc, dans la position, il faut que les blancs songent que cavalier C5 va arriver, avec la triple attaque sur E4. Alors, comment ils vont faire les blancs ? Ils vont jouer roi H1. Déjà, roi H1, ça permet de retirer le roi de cette diagonale. On ne sait jamais, hein, le pion F2 a été mobilisé au combat. Alors certes, le fou E3 est sur la diagonale, il défend la diagonale, mais parfois le fou peut être amené à bouger ou à se faire échanger. Donc au moins le roi est mieux calfeutré en H1 qu'en G1. Et puis, sur cavalier C5, ce qui n'a pas été joué dans la partie, hein, mais sur cavalier C5 qui attaque 3 fois le pion E4, en jouant en H1, on a libéré la cage G1. Il faut toujours aux échecs penser aussi, quand une pièce se déplace, à ce qu'elle menace, mais également à ce qu'elle libère. Bon, le roi en H1, il menace rien, mais il libère la cage G1. Donc ça permettrait au fou d'aller en G1, et donc à la dame d'aider à la triple défense du pion ici E4. Oups, je loupe un peu mes flèches, voilà, c'est ça. Vous voyez comment le pion E4 cristallise ici les regards et l'attention. Donc dans la partie, roi H1 a été joué. Alors, Gilles Drouet n'a pas joué cavalier C5, il a joué tour E8. Un coup qui peut paraître un coup un peu mystérieux, parce qu'on se dit, la tour, en quoi elle joue mieux en E8 qu'en F8 ? En réalité, il y a des vertus offensives et défensives à ce coup. C'est ça qui est passionnant aux échecs, c'est qu'un petit coup comme ça peut receler pas mal de choses. Alors, concernant les vertus offensives, il y a un vis-à-vis tour-dame. Vous allez me dire en quoi ce vis-à-vis peut être gênant pour les blancs. Il y a plein de pièces. Il y a le fou, le pion, l'autre pion, le fou sur la colonne. Donc ce vis-à-vis, oui, mais les noirs vont projeter à un moment donné de reculer le fou en F8 et de pousser E5 et d'essayer de créer les conditions d'une ouverture de la colonne E avec la tour qui pourra presser le pion en E4 et parfois avec un prolongement qui peut aller jusqu'à la dame. Il faut se méfier, il faut toujours regarder les vis-à-vis. Hein. L'influence d'une pièce ne s'arrête pas à la première pièce qu'elle rencontre, ni à la deuxième. L'influence d'une pièce s'arrête là où l'échiquier se termine. Il faut aller toujours au bout, il faut visualiser au bout des choses. Donc, tour E8, il peut y avoir ces vertus offensives de déplacer le fou, jouer E5 pour pouvoir ouvrir la colonne E, c'est changer le pion E contre le pion F souvent, et permettre à la tour d'aller attaquer le pion E4. Et je vous ai parlé de vertus défensives, parce que lorsque la tour se décale, elle libère la case F8. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le roi H1 a libéré la case G1, la tour E8 a libéré la case F8. Et donc ça peut permettre, vous voyez, on parlait du coup dame G3 qui crée un vis-à-vis dame-roi et qui attaque G7. Eh bien, le fou pourrait venir en F8 défendre le pion G7. Vous voyez ? Donc, et même parfois, c'est le cavalier qui peut utiliser la case F8 pour défendre H7 s'il y avait une attaque sur H7, ce qui n'est pas le cas ici, mais je l'ai déjà vu dans d'autres parties. Alors les blancs, ils ont une pièce qui ne joue pas, la tour 1. Donc
ils ont décidé de la mettre sur leur colonne semi-ouverte, on peut les comprendre. Et les noirs, c'est pareil, ils ont une pièce qui joue pas, donc ils vont la mettre sur leur colonne semi-ouverte en jouant tour C8. Les blancs ont joué cavalier B3. Les noirs ont déplacé le fou en F8, comme on en a parlé. Tour F2, alors c'est pas anodin, tour F2. Hein. C'est pour défendre C2 et laisser liberté de mouvement au cavalier. Que le cavalier puisse combattre. Comme ça empêchera la dame d'aller s'emparer du pion C2. C'est une défense comme ça latérale. Et les noirs jouent E5. Ça y est, ils frappent au centre. Donc l'idée des noirs, c'est de se dire, si les blancs prennent, on reprend d'une pièce, par exemple du cavalier, et puis après on va chercher à attaquer E4 avec le fou, le cavalier et la tour, on va chercher à attaquer ce E4. Et le cavalier E5 peut être amené à se déplacer. Alors il y a deux cases intéressantes pour le cavalier E5, c'est de venir en C4 pour attaquer le fou, le pion B2, mais ça peut être aussi de doubler les arrivées en G4 qui permettrait d'attaquer la tour et le fou ici. Donc cette poussée E5, une poussée d'attaque. Alors les blancs, ils n'ont pas pris. Ils ont poussé. Et là, c'est un moment qui est difficile à gérer. Il faut comprendre ce qu'il faut faire avec les noirs. Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir à ce que vous feriez avec les noirs dans cette position. Et après, on va comparer vos idées avec celles du grand maître. À tout de suite. Alors, qu'avez-vous pensé dans cette position? Pour l'instant, la case D5, elle est sous la mainmise des blancs. Il y a le cavalier, le pion, la tour, le fou. Et ce contrôle de la case D5 restreint le jeu des noirs. Alors on pourrait se dire, on va jouer cavalier B6. Le cavalier aidera le fou et l'autre cavalier à essayer de pousser D5. Bon, c'est peut-être pas suffisant, mais on pourrait même aiguiller une tour derrière en D8 pour aider à pousser D5. En plus, le cavalier en B6 peut chercher à faire la case C4. Aller sur l'avant-poste C4 pour attaquer le fou, le pion B2, et même le pion A3 d'ailleurs, parce que quand il y a des cavaliers C4, il faut que les blancs se méfient de coups comme cavalier prend pion, pion reprend, parce que le pion B2 n'étant plus là, le cavalier ne sera plus assez protégé. Il n'y a que la dame blanche qui protège, et il y aura l'action des pièces lourdes noires sur la colonne C. Donc ça peut être intéressant. Mais Gilles Androuet est plus méchant, plus direct, et il va jouer D5 immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Les blancs peuvent prendre 1, 2, 3, 4 fois. Et les noirs protègent que 2 fois. Donc la poussée des 5, on se dit, le pion est perdu. Oui, le pion est perdu. Mais c'est un sacrifice de pion positionnel. Et vous allez voir que peut-être que le pion est perdu, mais la structure de pion va devenir meilleure pour les noirs. On va aller voir un peu plus loin. Donc les blancs ont pris. Si les blancs prennent pas, de toute façon le pion va continuer sa route et venir faire les fourchettes. Donc il faut que les blancs prennent. Donc ils prennent. Ils ont pris du pion. Bon, s'ils avaient pris du cavalier, ça aurait été la même chose. S'ils avaient pris du cavalier, on aurait échangé les cavaliers et le pion aurait dû finir par reprendre. Donc là, il y a eu pion prend. Bien sûr, pas question pour les noirs de prendre le pion E4. Ils perdraient une pièce. Le pion E4 est trop bien protégé. Mais là, le pion D5, pardon, il est trop bien protégé. Donc maintenant, c'est pas intéressant pour les noirs de prendre. Il y a 2 attaques, mais il y a 3 défenses. Donc, où a été la subtilité de Gilles Androuet? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Eh bien, maintenant que le pion E4 n'est plus là, il va pousser en E4. Et regardez, c'est très amusant ce qui va se passer. Déjà, quand les blancs prennent du pion, le pion va boucher le jeu blanc. Il bouche la case. Le cavalier ne pourra pas y aller, le fou non plus, la tour est bloquée, est obstruée sur la colonne. Et quand les blancs jouent E4, ils libèrent. Déjà, ils repoussent le fou, qui va venir en E2. Donc les blancs ont bouché leur case et ils ont eu leur fou repoussé, alors que les noirs libèrent leur case et libèrent leur fou. Maintenant, le fou F8 vient en D6. Lui qui était obstrué par le pion D6 maintenant ne l'est plus. Il a une belle diagonale d'attaque en H2. Et comme le pion E5 est venu en E4, en repoussant le fou blanc, il a libéré la case E5 pour le cavalier. Si le cavalier noir vient en E5, les 2 cavaliers pourront ensuite aller en G4, attaquer la tour, le fou, le pion qui est déjà pris pour cible par la dame et le fou. Donc, on obstrue une case, on bouche une case, le pion D5 bouche la case du cavalier, bouche la colonne de la tour, c'est un bouchon dans le jeu, il est bien bloqué, le fou D6 c'est un bon bloqueur, donc le pion D5 il va rester là un certain moment. Et l'avance du pion en E4 a repoussé le fou blanc en libérant la diagonale du fou noir et en donnant la case 5 au cavalier D7. Donc c'est un sacrifice de pion positionnel pour avoir en réalité une belle position. Regardez que les blancs d'ailleurs sur le flanc droit de l'échiquier, ils ont 4 pions contre 2, mais en réalité leur majorité de pions a du mal à s'exprimer, et les noirs ont 4 pions sur le flanc gauche de l'échiquier contre 3. Mais c'est le flanc
ou on va attaquer le roi. Donc c'est plus dangereux pour les blancs, bien entendu. Alors face à cette attaque en H2, qu'est-ce qu'ont joué les blancs? Ils sont venus en G1 pour défendre. S'ils avaient joué en H3 immédiatement, il y avait fou G3 avec le clouage. Et sur G3, bon, je pense que c'est pas intéressant pour les blancs de sacrifier immédiatement, mais ils peuvent jouer cavalier E5, ramener les pièces en G4 comme on l'avait peut-être envisagé. En tout cas, c'est dame G1 qui a été joué. Bon. Cavalier E5. Et là, H3. Maintenant que le fou ne peut pas venir en G3, les blancs jouent H3 pour subtiliser la cage G4 au cavalier noir. Mais le cavalier E5, il n'est pas que la cage G4. Il a l'avant-poste C4. Et il va aller en C4, attaquer le fou et les deux pions ici, on en avait parlé. Une belle position. En réalité, le cavalier est intolérable ici. Et donc les blancs vont l'échanger. Ils font fou prend cavalier. Les noirs reprennent. Ils peuvent reprendre de la dame, mais ils reprennent du pion pour repousser le cavalier blanc. On n'a pas peur que le cavalier blanc vienne en D4 parce que finalement ça bloquera la tour qui ne pourra plus défendre suffisamment le pion D5. Donc le cavalier a préféré aller en C1. Fou A8 a été joué, alors ça c'est simplement pour libérer, encore un coup de libération, c'est pour libérer le chemin, la colonne B, pour que la tour vienne en B8, attaquer B2. Parce qu'on va s'apercevoir que B2 est difficile à défendre. Alors les blancs ont joué tour D2. Alors il y a eu, avant de jouer tour B8, il y a eu dame D7 attaque le pion F5, donc dame F2 est venu défendre, et maintenant tour B8. Et B2 n'est pas facile à défendre. En réalité, on peut pousser le pion B2, mais du coup le pion A3 va tomber. C'est ce qui va se passer dans la partie. Il y a eu B4. Alors il y a eu la prise en passant, bon, il faut connaître la règle de la prise en perçant, certains dans les commentaires s'étonnent toujours de cette possibilité de prendre comme ça, mais ça existe. Hein. Pion reprend, fou reprend, et les noirs ont récupéré leur pion. Cavalier A4, le fou vient en B4, il questionne la tour qui vient en D4, qui met une pression sur le fou qui revient en D6. Voilà. On a égalité de pions, mais les noirs ont la paire de fous. Alors, la tour est revenue en D2. Tour E5. On exploite la case E5 cette fois-ci pour aller doubler les attaques sur F5 et aller tripler les attaques sur D5. Vous voyez? Alors, les blancs ont joué cavalier B6. Ils attaquent la dame, défendent D5 et menacent de rebondir en C4 pour attaquer la tour et le fou également. Alors, que joueriez-vous dans cette position si vous étiez dans la peau de Gilles Andruet ici? Mettez la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Gilles Andruet, tout à l'heure, il avait fait un sacrifice de pion positionnel pour avoir une meilleure structure. Et bien là, il va faire un sacrifice de qualité positionnelle. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice de la qualité? C'est lorsqu'on va troquer une tour contre un cavalier ou un fou. Parce qu'on considère souvent que la tour est de meilleure qualité qu'un cavalier ou qu'un fou. Mais là, ça va être intéressant de faire tour prend cavalier. Certes, on perd une pièce qui est réputée supérieure au cavalier, mais on va obtenir beaucoup d'atouts. Et on va essayer de lister ces atouts. Donc après, tour prend B6. Les blancs n'ont rien de mieux que de faire fou prend. Maintenant, comme la dame n'est plus attaquée par le cavalier, on a le temps avec les noirs de faire tour prend F5. Donc déjà, certes, on a sacrifié la tour, la qualité contre un cavalier, mais on prend un pion. En même temps, le pion D5 risque de tomber aussi assez rapidement. Donc ça sera peut-être deux pions. Alors, si on gagne cavalier 2 pions contre la tour, finalement, matériellement, c'est la même chose. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on a la paire de fous. Et la paire de fous dans une position qui risque de s'ouvrir, parce que si le pion D5 tombe, eh bien, le fou va avoir une diagonale qui va se prolonger, ça va devenir intéressant, ben, ça va être très efficace. La dame est venue en D4, fou prend D5, la dame est venue en A4, proposition d'échange des dames qui est immédiatement déclinée. On décline l'échange des dames, ce n'est pas favorable pour les noirs. Les noirs ont les capacités d'attaquer le roi blanc. Ils doivent garder leur dame, garder la pièce la plus puissante. On voit bien que sur le flanc gauche de l'échiquier, il n'y a plus que 2 pions. Les noirs en ont 4. Et puis ils ont la tour, le cavalier, la paire de fous, la dame, qui est tout dirigé vers le roi blanc. Donc évidemment, on va refuser. On décline. On joue dame 6. On décline l'échange des dames. En même temps, la dame a lorgne latéralement sur le fou qui est sans défense. La dame est revenue en D4. Pion H6, bon, c'est peut-être pour éviter tout problème d'attaque sur la 8e rangée pour avoir la case H7, je suppose. Cavalier E2. Et là, que joueriez-vous dans cette position? Je vais vous reposer une question. On avait vu un premier sacrifice de pion positionnel, après un sacrifice de qualité positionnelle. Que joueriez-vous? Quelle décision prendre?
Pas facile cette partie, hein. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, les noirs, ils ont une pièce que les blancs n'ont pas. Certes, les blancs ont 2 tours, mais les noirs sont les seuls possesseurs d'une pièce que l'adversaire n'a pas. C'est le fou de case blanche. On dit depuis tout à l'heure que les noirs ont la paire de fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la paire de fous? En réalité, ça veut dire qu'on a un fou que l'autre n'a pas. Et il faut essayer de valoriser le fou que l'autre n'a pas. C'est-à-dire le fou de case blanche. Et comment le valoriser? Il faut se débarrasser du pion E4. Il gêne l'influence du fou qui doit se prolonger en G2 et même sur le roi en H1. Donc, il faut avancer ce pion. Je sais bien qu'en avançant ce pion, les blancs peuvent le capturer, ce pion, parce qu'il y a le fou et la dame qui vont prendre. Mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Il faut donner de l'influence. Si on arrive à jouer avec la pièce que l'adversaire n'a pas, on va mettre en grande difficulté l'adversaire. Donc, il y a eu dame prend, proposition d'échange des dames, d'ailleurs, mais on refuse, on joue tour E5, avec cette double attaque sur le cavalier, quand même. Et attention, on va la dame. Parce que la dame protège H3. C'est très important qu'elle protège H3 parce que sinon la dame noire pourrait prendre le pion en H3 en faisant échec au roi puisque le pion G2 ne pourrait pas reprendre à cause du clouage. Donc la dame elle doit rester à la défense du pion H3. C'est ce qu'elle fait en venant en D3. Fou B4, attaque tour et libère l'attaque latérale sur le fou B6 qui est venu en D4 contre-attaquer sur la tour, qui va se décaler, qui va venir en F5. En réalité ici on pouvait déjà donner du travail au fou de case blanche. On pouvait déjà gagner sur les cases blanches. C'était pas facile, mais il fallait faire fou prend G2, le sacrifice, parce qu'après roi prend, tour G5 échec, le roi, il est trop vulnérable. Vous voyez, s'il y a cavalier G3 pour essayer d'abriter le roi, on va jouer cavalier H3, on attaque 2 fois le cavalier, et en même temps on menace cavalier F4 avec les fourchettes roi-dame. Vous voyez, donc il y a trop de pression. Alors on pourrait se dire, oui, le cavalier vient pas en G3, mais où va le roi? S'il vient en H2, il y a fou D6 échec contre lui. S'il vient en H1, je suppose qu'il y aura des dame D5 échec. Donc, puis s'il revient en H2, il y aura l'autre fou qui vient en D6. C'est très difficile de défendre un roi comme ça qui est pas protégé. En plus, la tour, elle est toujours attaquée. Donc, c'était intéressant. Déjà, fou prend G2 était intéressant. Mais tour F5 a été joué. Là, les blancs ont joué tour A2, ils sauvent leur tour également, ils attaquent le pion A6 et Gilles Drouet, logiquement, il joue A5 pour solidifier le fou et le pion. Bon. Mais là, il y avait encore un très beau coup, toujours basé sur l'exploitation comme ça de la diagonale blanche. C'était le coup tour F3. C'est mignon, c'est joli. Si la dame bouge, on pourra faire tour prend H3 échec, puisque le pion G2 sera cloué. Et on va voir ce qui se passe si le pion prend la tour. C'est pas ce qu'il a joué, il n'a pas joué tour F3, Gilles Drouet. Il a joué A5. Mais regardez, sur tour F3, il y a 2 variantes à regarder en cas de prise du pion ou alors si la dame bouge. Bon. Regardons si la dame prend le pion en A6 en proposant l'échange des dames. On peut faire tour prend H3 échec. Donc le pion G2 est cloué, donc roi G1. Et là, c'est mignon. Regardez comment ça se passe sur case blanche. Je joue tour H1. Pour attirer le roi, si le roi vient en F2, certainement il viendra en F5, continuer à l'attaquer. Et si le roi prend la tour, dame H3 échec, toujours le clouage du pion G2, toujours l'influence du fou sur la grande diagonale blanche et le vis-à-vis fou-roi, et après le mat en G2. Mais sur tour F3, bien sûr, il faut calculer ce qui se passe sur pion prend, mais sur pion prend, le pion H3 n'est plus défendu, puisque le pion G2 a été dévié, donc on peut faire dame prend H3 échec, roi G1, fou prend, et on va menacer le mat. Et même si le cavalier vient en F4, défend la case G2, attaque la dame peut aller en H1, le roi vient là, on peut prendre la tour et continuer l'attaque, on peut même s'intéresser à des coups comme cavalier G4 échec, le roi, il y a trop de difficultés pour les blancs. Donc, ce coup tour F3, puis on n'a pas peur de dame prend bien sûr parce que fou prend, ce coup de tour F3, un très joli coup d'attaque sur les cases blanches. Mais A5 a été joué. Les blancs ont pris le cavalier, la dame a repris, le cavalier est venu en D4 attaquer la tour est venue en H5, elle vient pas en H5 pour rien, regardez ces 2 vis-à-vis là, les 2 vis-à-vis concrets. Bon, la tour est venue en E2, alors là il faut se méfier d'arrivée de tour en E8, donc G6 a été joué pour donner la case G7 au roi, parce que la dame contrôlait la case H7, donc il vaut mieux donner une case noire de fuite. Tour E3, les blancs sont très vigilants à la défense de H3, puisque le pion G2 ne défend pas, on l'a dit. Dame F2, bon, ça a le mérite d'être clair, on menace dame prend G2 mat, avec l'aide du fou. Cavalier F3.
Le fou revient en D6, c'est important parce que ça va permettre une combinaison finale. Les blancs jouent dame C3, à vous de trouver le coup gagnant. Le coup qui a provoqué l'abandon de Philippe Guyot. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Bon. Eh bien, c'est tour prend H3. Tour prend H3. Et là, le mat est forcé. Que les blancs prennent ou que les blancs ramènent le cavalier. Si les blancs ramènent le cavalier, on prend bien sûr. Il y a le fou, ça fait mat. Il y a le fou qui protège la tour. Et bien sûr, sur tour prend H3, ce qui nous intéresse, pardon, c'est si le pion prend la tour. Eh bien là, on a un joli mat en un coup. C'est dame H2, mat. Le fou protège la dame avec le triomphe du fou de case blanche, qui cloue bien sûr le cavalier F3 et qui empêche le cavalier F3 de se débarrasser de la dame. Une magnifique partie, une partie qui est très riche, hein. Ça vaut le coup pour certains de la revoir une deuxième fois, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices de pions, de qualité positionnelle, il y a des thèmes positionnels intéressants au niveau de la paire de fous, du jeu sur les cases blanches, du fait d'obstruer certaines cases de l'adversaire et d'en libérer pour nous. Il y a du jeu c'est du jeu structurel très intéressant, c'est une partie très très riche. Et j'espère que vous les avez appréciés. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Voilà, soutenez-moi. Au revoir.